Entreprise en mission, un podcast de Profil et Mediatico. Drôle d'époque avec cette défiance des citoyens pour la politique, avec cette défiance des employés pour les entreprises, avec la défiance aussi des consommateurs pour les marques et pour les produits qu'ils consomment. Et forcément se pose à un moment la question des messages que l'on délivre aux citoyens, aux consommateurs. Se pose la question de la communication, de la publicité et de leur responsabilité dans la perte de nos repères. Sauf que certains dirigeants, qui sont probablement des dirigeants un peu pionniers sur la planète, ont décidé de changer de regard sur le monde et de changer de pratique. Et on vous les fait découvrir dans ce podcast Entreprise en mission de Profil et Mediatico. Et on en trouve quelques-uns évidemment dans la communication et la publicité. C'était il y a 21 ans la naissance de Sidiez, une agence de communication plus responsable, 100% indépendante encore aujourd'hui, qui a décidé bien avant les autres d'intégrer le développement durable dans la stratégie de ses clients, qui met un point d'honneur à travailler sur la sincérité dans les messages et dont nous recevons aujourd'hui le président fondateur. Bonjour Gilda Bonnel. Bonjour Frédéric. Alors Gilda, Sidiez vient d'adopter au mois de septembre 2020 le statut d'entreprise à mission. Vous êtes aussi labellisé Bicorp, vous êtes labellisé RSE Agence Active, vous êtes membre du club Global Compact Advanced, vous cochez un peu toutes les cases de la responsabilité en matière de communication. Est-ce que vous diriez que vous êtes un patron en mission ? Oh là Non, je ne le dirais pas. Je pense que je ne suis pas très à l'aise avec le mot de patron. Peut-être parce que je viens d'une culture où on se méfiait beaucoup des patrons et de leurs intentions. Je me souviens que quand j'ai créé l'entreprise il y a 21 ans, comme vous l'avez rappelé, ma maman m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas te mêler d'être patron ?» Ça reste comme phrase, ça. Effectivement, c'était pas ça qui m'intéressait, en fait. D'ailleurs, j'avais pas de plan du tout, j'avais pas de projet pour être entrepreneur. Ça s'est fait par la force des choses, mais pour revenir à la question, est-ce que je suis un patron en mission? Je pense que je suis l'influenceur, l'animateur, le facilitateur de ce que devait devenir Sidiez comme entreprise à mission. Je me méfie de l'association entre ma personne et le collectif. Je disais que je n'étais pas à l'aise, je crois que je suis assez intimidé par la question de la responsabilité personnelle. Je pense que quand on est engagé dans ces sujets de responsabilité, c'est pas venu par hasard. Il y a quelque chose qui nous prépare dans notre vie perso à être particulièrement sensible à la connexion au monde et aux autres. Et qu'est-ce qui vous a préparé, vous ? Oh là là, je ne vais pas commencer une thérapie, mais je crois que je suis ce qu'on appelle un chrétien de gauche, ça se dit encore. Hein. C'est-à-dire, je pense que j'avais une éducation avec des valeurs très humaniste, j'étais déjà très engagé dans le monde associatif, je viens de ce champ-là. Et donc ça m'a préparé peut-être à... Je sais qu'au tout début de l'agence, puisque vous en parliez, il y avait une chose qui était très claire dans mon esprit, je ne voulais pas qu'on ait mal au ventre en allant travailler. Et ce n'était pas de la RSE, je ne savais pas ce que c'était, je ne sais même pas si c'était déjà formalisé, mais je savais que c'était critique, c'était le fait de se sentir bien là où on travaille, surtout dans un secteur de la communication qui est très sujet au stress et dans lequel l'engagement individuel est très puissant. Il y a beaucoup de pression. Je pense que ça, je l'avais déjà en germe dès le début de l'histoire. Et dans votre rapport d'impact de l'année dernière, en réalité, vous disiez dans votre édito que vous vouliez, dès le départ, être utile au monde. C'est important comme concept, en fait. C'est mon côté boy scout, ouais. C'est vrai que c'est... Et je le dis avec un sourire attendri, parce que je pense que ça a beaucoup compté aussi dans mon univers et dans mon éducation. Je pense que, en fait, sinon, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Et là où l'entreprise à mission et l'évolution de ce qu'a été aussi le champ de la RSE pour arriver aujourd'hui à se poser la question de l'utilité sociale, qui a été très critique là, pendant la période du premier confinement. C'est terrible ce qu'on a pu dire sur les utiles et les inutiles en écho. Hein. Mais cette question de l'utilité, elle est dans notre quotidien tout le temps. Il n'y a pas un collaborateur qu'on engage aujourd'hui, il n'y a pas un jeune qui vient dans nos entreprises ou dans les entreprises sans poser la question du sens et de l'utilité.
Donc je pense qu'on est dans une démarche naturelle de se dire je ne vais pas passer 8 heures par jour à faire une tâche qui n'a pas d'impact sur le monde. Je pense qu'on vit une époque géniale, quoi, non? Je suis déjà dans la conclusion. Alors Gilda, tout de même, Sidiaz est donc entreprise à mission depuis le mois de septembre 2020. Précisez-nous, quelle est cette mission? Notre mission, c'est d'accélérer par nos conseils et par nos actions de communication la transition sociale et écologique de nos clients. C'est une mission qui est très simple en fait. C'est une mission qui nous place très précisément dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour changer le monde, on est là pour infléchir, voilà. On est là pour influencer. On est là pour se dire que s'il y a une chose qui nous intéresse dans la communication, c'est la communication qui a un impact positif sur l'écosystème de nos clients et sur leur développement et sur leur culture d'entreprise. Et concrètement, ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous travaillez avec ces clients? Comment vous les aidez à infléchir leur façon de travailler? Ça a l'air complètement évident, c'est ça qui est dingue quand on fait ce travail de formulation de la mission. C'est tout d'un coup on se dit mais on n'a rien inventé. Il y a quelque chose d'un peu frustrant. Je me souviens très bien du moment dans nos ateliers de coproduction où j'ai dit avec mes associés, mais ça c'est un truc que je dis depuis des années. Et en fait, ça permet de se positionner en disant, oui c'est là, ça on doit le faire. Ça, ce brief-là on doit le prendre. Ce sujet-là il nous appartient, ou alors c'est pas pour nous. Donc ça clarifie beaucoup. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la mission. Et alors, de façon très simple ou pragmatique, notre boulot consiste à innover, à inventer des nouvelles formes de collaboration, des nouvelles propositions, des nouvelles méthodes de travail, mais aussi un nouveau langage, des nouveaux récits et peut-être un nouveau rapport à nos clients et à la façon dont on va les embarquer dans un champ un peu plus large que ce qu'ils considèrent être la communication. Vous avez des clients dans le monde de la distribution, dans le monde de l'industrie. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que vous travaillez un nouveau langage avec ces marques-là sans qu'on vous soupçonne d'alimenter le greenwashing, puisque le développement durable est un des grands axes sur lesquels vous travaillez? Comment est-ce que ça se passe dans le monde de la communication pour faire de la communication éthique sur ces questions-là? Alors, je suis un peu expert du sujet sur le greenwashing. Le greenwashing ou l'éco-blanchiment, c'est un traitement en fait. C'est la façon dont les publicitaires ou les communicants ont pu s'emparer de sujets de fond, des sujets fondamentaux dans les nouvelles propositions de valeur des entreprises, en les traitant comme une tendance en fait. C'est-à-dire en dessinant avec un peu de superficialité, en coloriant en vert. Et c'est plus une question de culture que de message. Je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment de malice. Il y a eu de l'opportunisme dans le greenwashing, c'est sûr. On s'est dit, c'est quand même plus simple de dire que cette lessive, elle est green, elle est verte et elle est bonne pour la planète. Voilà, de globaliser les messages. Mais ce dont on parle là, ce n'est pas le sujet du greenwashing. Le greenwashing, c'est un peu le sujet, mais le greenwashing, c'est vraiment une faille de culture. C'est de ne pas voir, de ne pas mesurer qu'on est dans un objet qui est fondamental, qui est d'aider l'entreprise ou la marque à transformer radicalement sa proposition. C'est-à-dire, dans les faits, poser la question du brief en disant « mais vous me dites que votre produit est plus écologique en quoi? Sur quels critères? Au regard de quel référentiel ?» C'est une question que vous posez à votre client. C'est une question qui est essentielle. Sinon d'abord, on ne comprend pas le sujet, et sinon, on va le traiter avec le peu qu'on a, c'est-à-dire avec des crayons de couleur, du vert pastel ou vert bouteille, quoi. Donc la question de fond qui est d'interroger le brief, de demander des éléments de preuve, et surtout d'aller ensuite dans ce que j'appelle le bain d'acide, aller vérifier avec quelques parties prenantes, avec quelques acteurs qu'on peut trouver dans l'entreprise, qui ne sont pas des communicants, mais qui sont des sachants, qui connaissent parfaitement ce qu'on produit, et ce que l'on vend, ce que l'on dit, et ce qu'on leur demande de dire. Voilà, en fait, c'est cette ouverture-là de notre travail, qui n'est plus uniquement
je vous donne un brief, regardez cette lessive, elle est écologique, est-ce que vous voulez bien me peindre ça en vert? Mais c'est d'avoir un nouveau contrat social avec nos clients pour dire je vais vraiment m'intéresser à ta volonté de substituer à des anciennes offres des produits qui seront mieux-disants en termes d'empreinte environnementale, et puis il va falloir que tu me le racontes bien. Et à ces conditions-là, on peut dire que l'éthique et la publicité sont compatibles ou c'est définitivement incompatible? C'est la grande question en ce moment de est-ce que la publicité est alliée ou non de la transition écologique. Alors la publicité, comme on l'a connue pendant les 30 Glorieuses, qui consistait à vendre tout sans regarder l'impact qu'il y avait derrière, je crois que c'est terminé, on est dans une queue de comète. On était dans un monde de la consommation de masse. Voilà, on est dans un monde de la consommation et puis en fait on est dans un monde qui déresponsabilisait complètement notre secteur à nous, qui était de dire mais nous, je vois pas le rapport, quoi. Nous on fait pas le produit, nous on raconte l'histoire. Donc on avait désolidarisé complètement notre participation dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui on sait, c'est la question que vous posiez tout à l'heure sur la confiance, on sait qu'on nous écoute, qu'on nous regarde et on attend de nous qu'on soit l'interface capable d'expliciter les bénéfices réels d'une offre, parce qu'à un moment donné, le consommateur, la consommatrice va faire un choix dans les linéaires et ils attendent à 80%, les Français disent, on attend des entreprises et des marques une vraie information de façon à avoir un caddie ou une consommation qui soit plus respectueuse de l'environnement. On a une responsabilité qui est énorme. Et quand elles ne les proposent pas, elles vont les chercher sur des applications tierces pour trouver effectivement la bonne composition des produits et se faire un jugement. Oui, et puis il y a un sujet moi, qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de l'alignement. Et dans la formalisation d'une mission, c'est une clé fondamentale. C'est-à-dire que le consommateur citoyen aujourd'hui, il sent bien, il perçoit bien, parce que tous les canaux, tous les réseaux de communication qu'il a à sa portée lui envoient un certain nombre de messages, et dès qu'il y a une dissonance, il l'aperçoit. Et donc aujourd'hui, quand vous avez une très belle campagne de pub qui vous raconte la messe, et que vous rentrez dans une boutique où vous avez un conseiller de vente qui vous raconte autre chose, tout d'un coup, on se dit « qu'est-ce qu'on est en train de me raconter ?» Donc nous, on a une responsabilité, c'est de dire les choses en considérant que les consommateurs sont intelligents. Pas au sens libéral, ancien du terme, en disant on peut dire n'importe quoi, le consommateur est intelligent, parce que ça a été la doctrine pendant 30 ans. Hein. Non, c'est de considérer qu'on peut parler à l'intelligence du consommateur et donc on peut lui dire que le produit, il n'est pas formidable, mais aujourd'hui, si vous souhaitez acheter une lessive, il y a du parfum dedans. Le parfum, c'est pas terrible. Quand vous achetez un shampoing, il y a des produits qui font mousser. Et ces produits, ces ingrédients dans la formule, c'est pas terrible. Mais on est capable aujourd'hui de dire qu'à 80-90%, on a résolu un certain nombre de problématiques sur le produit. Les gens peuvent le comprendre, peuvent l'entendre. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors, vous nous avez parlé du travail que vous avez fait pour formuler votre mission, qui a dû prendre probablement plusieurs mois, comme la formule d'un shampoing. Ça a dû prendre plusieurs mois. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour vous d'être devenu une entreprise à mission ? Eh bien, ça change, ça clarifie en fait. On a une expérience très chouette. Un de mes associés est venu me dire, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, m'a dit qu'une de nos consultantes avait réagi sur un brief en disant « mais c'est pas du tout dans notre mission ». Et en fait, ça range la chambre, comme j'aime bien le dire. On voit tout de suite qu'il y a des sujets, c'est pas pour nous. Un client peut nous dire « tiens, j'aimerais bien que vous vous intéressiez ». Et cette mission, en fait, on va très bien voir que ce n'est pas pour nous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait un problème chez Sidiez, qui est une agence reconnue pour son historicité sur le sujet de la responsabilité des marques et des entreprises. On avait un certain nombre de talents, de jeunes collaborateurs qui nous rejoignaient et qui rejoignaient un peu... comme une ONG, c'est-à-dire ils rejoignaient un peu une cause, ils rejoignaient une agence militante. Et en fait, la formalisation, la verbalisation de notre mission a permis de clarifier. Non, nous on n'est pas là nous on ne change pas le monde directement. On a juste un impact sur nos clients et là où on est engagé à 100%, c'est comment est-ce qu'on bouge le système, la culture, la décision,
la prise de parole de nos clients, parce que c'est à travers ça qu'on change le monde. On n'est pas là pour... Ouais, on ne prend pas une semaine tous ensemble pour aller monter des cabanes dans les arbres. C'est pas ça qu'on fait dans la vie. Alors, justement, comment ça se passe du côté des collaborateurs de CIDIES? Vous êtes une vingtaine aujourd'hui chez CIDIES et puis beaucoup de partenaires autour de vous. Oui. Le fait de devenir une entreprise à mission, est-ce que ça a suscité un emballement? Est-ce que ça a suscité des craintes? Est-ce que ça a confirmé des intentions? Qu'est-ce que ça génère dans vos équipes? C'est Nicolas Perdry, qui est le directeur général de l'agence, qui a porté le chantier de la mission. C'est pas moi, c'est pas le vieux président fondateur. Parce que ça a permis de désolidariser la personnalité du fondateur, avec toute l'histoire, c'est déjà plus de 20 ans, avec une nouvelle génération et avec un directeur général qui a pu mettre au cœur de la stratégie business de l'entreprise, le sujet de la mission. C'est pas la marotte du président, c'est vraiment au cœur du sujet et au cœur de ce qui nous incentive, de ce qui nous mobilise, de ce qui permet de discuter. C'est Nicolas qui gère les entretiens individuels, c'est pas moi. Hein. Donc ça change quand même beaucoup la perception qu'on peut avoir d'un sujet méta que je portais et qui aujourd'hui est porté par Nicolas Perdry. Et est-ce que ça change aussi votre façon de travailler, la façon de travailler des collaborateurs? Oui, ça change dans le sens où je reviens à l'alignement. Nous, notre métier, c'est de vendre du conseil, du temps, du talent, de l'engagement d'individus qui se lèvent le matin pour venir à l'agence ou en télétravail et qui vont se confronter à des problématiques de leurs clients. Le cœur de notre métier, là où on met de la performance économique, j'y reviendrai, notre performance économique, c'est quand on est 100% aligné avec ce qu'on fait. Dès qu'on a un hiatus, dès qu'on a une dissonance cognitive, dès qu'on se dit « est-ce que je suis bien à la bonne place? Est-ce que c'est tout à fait sincère? Est-ce que je suis aligné avec ce que dit mon boss ?» Il y a une perte d'énergie qui est colossale. Donc je pense que ça nous a reconforté, ça a permis de remettre un socle sur tout ce qu'on avait déjà fait, travaillé. Ça nous a redonné de l'énergie. Alors parlons de la performance économique. Oui. J'ai envie de vous demander si être entreprise à mission, c'est plus rentable que de ne pas l'être, et en réalité c'est peut-être un peu trop court pour pouvoir mesurer ça, parce que septembre 2020 c'est très récent, vous n'avez pas encore assez de recul. Est-ce que vous estimez que vous allez décrocher plus de contrats parce que vous êtes entreprise à mission? C'est un peu difficile pour CIDIES, parce qu'aujourd'hui on a une sorte de leadership sur le sujet qui fait qu'on a beaucoup de briefs, beaucoup de demandes, que l'agence va très bien. On fait 4,5 millions de chiffre d'affaires, 3,5 millions peut-être bientôt de marge brute. On a une belle profitabilité, on est très à l'aise sur le fait de gagner de l'argent. Donc c'est un peu difficile de faire la part des choses entre un mouvement très puissant, ça y est, la vague a monté sur la transition écologique auprès des marques et des entreprises qui fait qu'il y a un accroissement du business en règle générale. Je vais me méfier de l'effet de manche de la mission en tant que telle. En fait, je m'en fous un peu, en fait. Je pense que savoir si le fait qu'on soit entreprise à mission, qu'on ait modifié nos statuts ait un impact sur notre business, peut-être. Je pense que ça a vraiment fondamentalement un impact sur notre collectif. On se sent bien, on s'est senti tout de suite à l'aise. Et puis il y a le comité de suivi qui a été mis en place par Nicolas, avec à la fois des clients, des collaborateurs, des partenaires, des fournisseurs, des ONG, l'ADEME qui y participe et qui nous donne un miroir hyper réconfortant, à la fois dans la critique, dans le côté « on vous regarde, ne nous décevez pas », donc ça nous met en tension, mais il y a aussi quelque chose de formidable de dire « mais c'est super quoi ». On peut le rappeler, le comité de suivi qui est obligatoire quand on devient entreprise à mission, parce qu'il faut qu'on soit surveillé, entre guillemets, Absolument. pour vérifier que les objectifs qu'on se donne vont bien être atteints, qu'on prend bien le chemin pour y parvenir. Donc ça, c'est important. Il y a ça, et puis il y a un autre élément qui est fondamental dans ce statut d'entreprise à mission, c'est de mettre en place des indicateurs. Et en fait, quand on dit la mission de CIDIES, qui est très simple, c'est
par nos conseils et nos actions de communication, accélérer la transition de nos clients. Comment ça se mesure ? C'est compliqué en fait. Et alors, le fait de travailler aujourd'hui avec nos clients sur ces indicateurs de mesure et donc de leur dire est-ce que vous serez d'accord pour que tous les ans on fasse le point sur en quoi est-ce que ça a accéléré sur tel ou tel item, est-ce qu'on peut ensemble réfléchir aux items que l'on va pouvoir mesurer, c'est formidable parce que le métier de la communication dite corporate, on va dire la communication de réputation, c'est difficile de mettre des points d'impact. Et là, Nicolas a eu un retour d'un de nos clients qui est Henkel, qui nous a vraiment touchés parce qu'ils nous ont dit, dans la chimie, donc c'est de la lessive, c'est du dentifrice, c'est des produits de soins, et ils nous ont dit, mais vous n'imaginez pas ce que ça bouge chez nous. Culturellement, ce que ça impacte, ce que nous faisons en France impacte l'Allemagne dans la perception de notre marché. Donc ça change tout. Parce que les grands lessiviers ne sont pas réputés pour préserver l'environnement. Oui, et puis parce qu'ils ne viennent pas de ce monde-là, donc tout d'un coup, ils nous regardent comme étant un village gaulois où ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe avec ce marché ? Les Russes ne nous en parlent pas, les Polonais non plus, qu'est-ce qu'ils ont les Français ?» Et le fait qu'on soit cette espèce de lab d'innovation sociétale avec un autre discours, un autre pas de côté, avec un infléchissement sur l'attente, sur les formules, sur le packaging, etc., on sait que peut-être on impacte le cœur du système. Nous, ça nous suffit à nous lever le matin. Je reviens sur les indicateurs. Oui. Quels indicateurs est-ce que vous avez mis en place pour vérifier que vous allez progresser, que vous allez pouvoir les atteindre ? Alors, la décision, ça a été, on a voulu faire nos indicateurs et on a levé le crayon en disant c'est pas possible. On ne peut pas avoir des indicateurs si dièse, on va avoir des indicateurs sur nos 10 premiers clients. Et donc, on est ensemble, désolé, je ne vais pas vous les livrer maintenant, mais on est en train… C'est confidentiel ? Non, ce n'est pas confidentiel, c'est juste qu'on est au tout début. On est au tout début. Là, on est en train de voir avec nos clients, si ce sont les mêmes, en fait, si eux, leur mesure d'impact, parce que ça dépend si on bosse pour une grosse direction RSE, une direction de la marque, une direction de la communication, donc ce n'est pas le même point de vue. Et puis, savoir jusqu'où on peut leur demander de bosser avec nous tous les ans ou 2 fois par an sur des critères, parce que ça demande du boulot et que voilà. Une question aussi sur vos concurrents, parce qu'il y a énormément de concurrence dans le monde de la communication. Ouais. Est-ce qu'ils ont réagi d'une façon ou d'une autre quand vous avez déclaré que vous deveniez entreprise à mission ? J'ai vu qu'il y avait un petit article dans CB News. Donc évidemment, le milieu de la communication a été tout de suite informé du fait que vous étiez entreprise à mission. Alors, ce qui est très joyeux, c'est qu'on a plein de concurrents. Depuis que CIDIES porte ce sujet de la responsabilité sociale et environnementale des marques et des entreprises, on a vu des tentatives. Et puis je me disais, tant qu'on n'a pas de concurrents sérieux, c'est que le marché n'est pas mature. Alors là, ça y est, il y a plein de boîtes qui se créent, il y a plein de groupes qui créent des filiales dédiées, il y a des grosses agences de publicité qui ont des nouvelles offres. Donc je pense que c'est bon signe. Maintenant, on va veiller à garder de l'avance, quoi. Donc ça veut dire que vous allez peut-être affiner votre stratégie, vous spécialiser davantage, vous regardez l'avenir un peu différemment du coup ? Oui, on se pose la question assez sérieusement de savoir comment est-ce qu'on prend de l'ampleur parce qu'on a beaucoup de demandes, parce qu'on a beaucoup de travail et parce qu'on a peut-être la responsabilité de grossir, ce qui n'a pas été dans le projet pendant longtemps. Nous, on se disait que voilà, être une agence toujours de taille moyenne, ça nous allait bien, que notre indépendance nous allait bien. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question, et puis je dois vous dire que certains nous interrogent, certains acteurs à l'extérieur nous interrogent en disant est-ce que vous ne voulez pas grossir, grandir, changer de format ? Je ne sais pas si l'entreprise à mission va y répondre. En tout cas, si on doit bouger, c'est en veillant à ce qu'on n'ait pas mal au ventre en allant travailler le matin. On y revient. Mais oui. Et le fait de grandir, souvent, c'est de se déconnecter émotionnellement les uns les autres. Donc, c'est un autre mode d'organisation. On a besoin d'y réfléchir. Ouais. À titre personnel, Gilles Labonnel, piloter une entreprise à mission, ça change quelque chose dans votre vie ? Ce qui change quelque chose dans la vie, c'est avoir un enfant, tomber amoureux, partir en voyage, aller s'installer à Notre-Dame-des-Landes.
Ça change des choses dans la vie. C'est pas une révolution, c'est plus confortable. C'est plus confortable parce qu'on se dit, ouais, je sens que je suis à la bonne place, dans la bonne posture, et donc je me sens en puissance. C'est-à-dire, je me sens en capacité d'agir, et c'est un luxe absolu par rapport à plein de gens qui n'ont pas cette chance-là. Moi, je me le dis tous les jours. J'espère que les collaborateurs le disent aussi, je crois, je pense. Vous leur demanderez. Ouais. Un grand merci, Gilles Dabonnel, pour votre témoignage. J'ai été ravi. Ouais. C'était Entreprise en mission, le podcast de Profil et Mediatico, que vous pouvez retrouver sur toutes les grandes plateformes de podcast et dans les portraits vidéo engagés sur mediatico.fr, le média qui redonne du sens à l'économie.